Nouvel entretien spécial municipal à Nice. Notre invité aujourd'hui est Christian Estrosi. Bonjour à vous. Bonjour. Maire sortant Horizon de Nice. On va passer 1 heure ensemble. On a plein de questions à vous poser et on ne sera pas les seuls puisque si vous êtes en ce moment en live sur TikTok, vous allez aussi pouvoir interpeller Christian Estrosi sur toutes les questions du quotidien, les transports, la sécurité, le logement. Et c'est Manon qui sera votre voix. Manon, vous allez relayer les questions des Niçois et des métropolitains aussi. Exactement. Alors si vous avez toujours rêvé de poser une question à Christian Estrosi, c'est maintenant, je me chargerai de lui transmettre. Et c'est un entretien qui sera aussi évidemment diffusé sur YouTube et sur notre plateforme France.tv. Christian Estrosi, vous êtes donc maire Horizon de Nice. Vous vous présentez devant les électeurs pour un 4e mandat. Alors on va parler avec vous de cette campagne dans un climat effectivement très tendu face à... Je suis maire de Nice. Éric Ciotti, vous êtes candidat. Non mais je suis maire de Nice. Oui. Vous avez dit maire Horizon, c'est vrai que je suis rattaché à cette famille politique. Mais à Nice, je suis le maire des Niçois. On donne l'étiquette pour tous les élus, c'est la règle sur France Télévisions. On va parler de votre programme, on va parler de votre bilan. On parlera aussi, on reviendra sur des questions un peu plus personnelles, sur votre parcours politique. Mais d'abord, Manon, je crois que vous avez déjà une question d'une internaute, une mère de famille très inquiète et qui veut revenir, qui veut vous interpeller sur une affaire qui a secoué la communauté scolaire à Nice. Oui, exactement. Donc c'est Lucille, une niçoise, qui pointe les dysfonctionnements dans le périscolaire, d'autant plus avec cette nouvelle accusation de viol donc à Terra Mata. Elle nous demande quelles mesures immédiates et concrètes comptez-vous prendre pour renforcer drastiquement les vérifications et les prérequis à l'embauche des animateurs, et plus largement, est-ce que vous pouvez vous engager devant les Niçois à la qualité d'accueil pour les enfants et que ce ne soit plus jamais un sujet? Mais ça ne devrait pas l'être. Cette affaire est extrêmement grave si elle est avérée, puisqu'il y a une instruction, il y a une information judiciaire et qu'il appartient au procureur de dire les choses, même si nous avons déclenché une enquête administrative interne. Je suis père de famille, je suis grand-père, et je prends avec gravité ce sujet s'il est avéré. Et en même temps, j'espère que cette enquête administrative nous permettra, puisque nous sommes plusieurs acteurs concernés, ce qui est peut-être regrettable, parce que je crois que l'idéal serait que la législation évolue et que le maire devienne le seul acteur depuis à la fois l'agrément qui est donné là où il est donné par l'État aujourd'hui, l'éducation nationale qui, dans sa communication entre l'école et la direction du centre d'animation, a aussi une communication permanente, là où, dans cette transversalité, il ne devrait y avoir qu'un interlocuteur qui soit le maire. Vous voudriez avoir accès à plus d'informations, vous qui réclamez toujours plus de pouvoir pour les maires. Là, par exemple, sur les employés communaux, vous aimeriez avoir accès à plus d'informations sur leur parcours, sur leur pédigré? Oui, je voudrais même que la réglementation évolue, qu'on aille plus loin, parce que le parcours, la qualification personnelle, professionnelle sont des choses, mais ce n'est pas tout. Je pense que pour exercer une profession comme celle-là, il faut aussi des tests psychologiques, et il faut s'assurer que la personne ne présente pas le moindre risque de dérive en quoi que ce soit. Un enfant, c'est trop précieux, c'est les biens les plus précieux que nous ayons. Et donc, je suis demandeur que des législations, des réglementations évoluent dans ce domaine pour que nous, maires, nous puissions disposer de dossiers dont nous ayons l'assurance qu'ils soient parfaitement transparents et qu'en même temps, quand des parents placent dans un centre d'animation leurs enfants, pourquoi pas, ils puissent avoir d'abord accès au dossier des gens qui assurent l'encadrement dans cet établissement. Donc une transparence totale. Juste après cet entretien, vous allez rencontrer les parents de Terra Mata. C'est mon devoir. C'est mon devoir de maire aujourd'hui, d'aller avec la mobilisation de toute mon administration dans toute sa hiérarchie. Et puis j'ai demandé au service de l'État d'être présent, j'ai demandé à l'inspecteur d'académie d'être présent, que chacune des institutions qui peuvent être concernées, d'une manière ou d'une autre, puisse répondre à toutes les questions des parents en toute transparence. Et en tout cas, qu'ils sachent que je n'aurai pas la moindre faiblesse, je n'aurai pas la main molle si il y a une responsabilité à quelque degré que ce soit et dans mon administration,
nous prendrons toutes les décisions utiles au-delà de celles que nous avons déjà prises. Et vous souhaitez d'abord vous exprimer devant eux avant d'en dire plus dans les médias, donc on n'ira pas plus loin Je vous remercie. Sur ce sujet. On va revenir à cette élection municipale à Nice qui défraie la chronique. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est peut-être l'élection municipale la plus compliquée que vous ayez à mener, la campagne la plus compliquée que vous ayez à mener, puisque vous devez affronter Éric Ciotti qui vous connaît par cœur, et il n'y a peut-être rien de pire que d'avoir un adversaire aussi redoutable qui connaît vos forces et vos faiblesses. Je ne sais pas qui connaît le plus de forces et de faiblesses de l'autre, mais ça fait bien longtemps que nous n'avons plus de relation de travail ensemble. Je le regrette d'ailleurs, ça a été son choix, mais vous savez, les années ont passé, se sont écoulées, les tempéraments ont évolué, et en ce qui me concerne, l'expérience qui est la mienne, l'exigence d'équité, d'équilibre, de respect, de dignité d'autrui, font que je ne suis pas certain que les concurrents auxquels j'ai affaire sachent vraiment à quel point, pour moi, après toutes les expériences et les responsabilités publiques que j'ai exercées au plus haut sommet de l'État, dans 3 ministères sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, au Parlement, à la présidence de la région, à la présidence du département, et puis naturellement d'avoir pendant ces 3 mandats assuré à la tête de 14 000 agents entre la ville et la métropole qui font 500 métiers différents, les équilibres dans le dialogue social, font que dans cette campagne, je veux garder toute la hauteur nécessaire. Je comprends que des challengers aient besoin de cogner, de se faire entendre, souvent en étant totalement à côté des sujets, en les maîtrisant très mal les dossiers. Mais je pense que les électeurs sont excédés par ces postures excessives. Donc cette campagne, je l'aborde comme les autres et je ne laisserai pas abîmer mon image par qui que ce soit qui voudrait m'entraîner sur un terrain que je refuse. Mais on vous a entendu, vous aussi. Je veux parler aux Niçoises et aux Niçois et à personne d'autre. On vous a entendu. Et ce soir, c'est à eux que je veux parler. Et ils vous entendent et ils vous suivent. On vous a justement entendu parler aux Niçois d'une manière assez inhabituelle. Cette putain de ville, avez-vous dit en parlant de Nice. Vous avez même évoqué les coucougnettes d'Éric Ciotti. C'était assez inattendu. Certains y ont vu du populisme, l'envie de donner une image peut-être plus proche du peuple. Est-ce que c'est une stratégie de communication? Est-ce que c'est des sorties de route incontrôlées que vous regrettez? Non, pas du tout. Je suis à ce moment précis sur votre chaîne TikTok, un endroit où on sait pratiquer la dérision, l'humour, y compris l'autodérision contre moi-même. Et lorsque je parle de cette putain de ville, comme vous dites, vous dites, comme vous me le rappelez en tout cas, voilà. C'est pour dire combien je l'ai en moi, combien je l'aime, combien j'ai tout donné de ma vie entière pour cette ville, et combien j'ai d'énergie à lui donner encore pendant les années qui viennent. Et je pense que de le prononcer comme cela, c'est un style direct que chacun peut comprendre, de toute génération d'ailleurs. Vous continuez de manger du lion, comme vous l'avez dit au lancement de votre campagne? Je ne vous dirai pas que mon épouse m'en sert au petit déjeuner tous les matins, mais c'est une manière de parler. En tout cas, c'est une marque de céréales qu'aime bien ma fille, et je les partage volontiers avec elle. Il y a eu aussi des noms d'oiseaux qui ont fusé dans cette campagne, et de part et d'autre d'ailleurs. Pas venant de moi. Alors vous avez par exemple traité Éric Ciotti de Pinocchio, de Schtroumpf-Grognon, de petit traître. Une manière d'ailleurs pour vous de ne jamais prononcer son nom. Est-ce que c'était ça le but? Est-ce que là encore ce sont des propos que vous reconduiriez? Quand vous voyez un nez qui pousse en avant comme ça ressemble à Pinocchio. Et ça illustre parfaitement, au fond, tant d'attaques personnelles que j'ai reçues, auxquelles je veux répondre par une figure qui plaît aux enfants, une figure qui illustre parfaitement ce que nous avons tous dans notre conscience au plus profond de notre enfance personnelle.
je pense que quand on a un peu d'autodérision, on sait le prendre avec la hauteur et le recul nécessaire. Voilà, on a fait le tour de l'explication de texte de ces mots-là. Vous avez présenté... Il y a des choses tellement plus blessantes. Alors on va en parler, Tellement plus blessantes. comme elles font référence à votre parcours, à vos débuts, à l'image que vous avez pu avoir au début en politique, on en parlera dans la troisième partie de cet entretien. Mais en effet, vous aussi, vous avez été la cible d'attaques personnelles. Alors vous avez présenté votre liste la veille de ce live TikTok intégralement. Quand Éric Ciotti, lui, ouvre un peu chaque jour les cases d'un calendrier de l'Avent, ou chaque semaine en tout cas, avec parfois des prises de guerre, parfois d'anciens collaborateurs. Vous n'avez pas peur de le laisser continuer à créer l'événement médiatique comme ça, alors que vous, ça y est, c'est fait, on connaît tous vos colistiers. Les gens veulent savoir qui sera leur maire, quelle sera leur équipe, et tout de suite. Moi, je veux consacrer mon temps à parler aux Niçoises et aux Niçois, à développer mes projets qui sont déjà très élaborés. C'est le 26 février prochain que je présenterai d'ailleurs mon projet, le 21 février, pardon, dans le moindre détail, mais j'ai déjà franchi beaucoup d'étapes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture, de la sécurité et bien d'autres encore. C'était avec les jeunes, vous étiez présents l'autre soir. Laisser passer les heures, les jours, à dire un tel s'est rallié, un autre a quitté. Je crois que là aussi, ça n'est pas ce qu'attendent les Niçoises et les Niçois. Les Niçois, ils attendent qu'on leur parle de leur vie, de la réalité, de ce qui va se passer pour eux demain, tout comme j'ai toujours échangé et parlé avec eux, écouté, pour mettre en perspective les défis de demain. Et alors, vous avez dit que vous avez une question, Manon ? Oui, en tout cas, Nice est l'une des rares grandes villes où il n'y a pas encore de sondage. Est-ce que vous ou votre équipe, vous en avez commandé ? Ou sinon, est-ce que vous n'avez vraiment pas envie de savoir ? Non, c'est pas ça. C'est que des sondages, ça coûte cher, que nos comptes de campagne sont extrêmement limités. Et je pourrais vous poser la question, pourquoi vous n'avez pas encore fait de sondage ? Parce que les médias ont plus d'argent que je n'en ai moi-même. Parce que souvent aussi les sondages, ça peut influencer et on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est le rôle... C'est clair, mais ils existent dans d'autres grandes villes. Hein. Ils existent, mais ils sont faits par des médias. Tout à fait. Voilà. Vous attendez qu'un média le fasse ? En tout cas, le financement des campagnes électorales est très limité en France. Mais vous aimeriez avoir connaissance d'un sondage, savoir à peu près comment vous vous J'ai positionnez ? aujourd'hui celui de la rue, il est plutôt encourageant. On va revenir sur votre liste. Vous l'avez renouvelée pour moitié, mais on retrouve quand même vos plus proches aux postes les plus stratégiques et en haut de la liste. Philippe Radal, Dominique Estrosi-Sassone, Anthony Boré, Pierre-Paul Leonelli, bien sûr. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui vont continuer à gérer les dossiers les plus importants pour cette ville ? Non, ça sera réparti. Vous savez, j'ai rajeuni ma liste de manière considérable. Aujourd'hui, il y a 50% de nouveaux élus dans la partie éligible. Et parmi eux, nous avons près de 15% qui ont moins de 34 ans et qui pourtant ont des parcours formidables. Je pense à cette petite Léonilde Lopez qui aujourd'hui a 25 ans, capverdienne, est arrivée en France à l'âge de 13 ans. Elle ne parlait pas un mot de français. Elle a cette expérience aujourd'hui d'avoir fait HEC, d'avoir fait Sciences Po, d'avoir travaillé à Morgan Stanley, une très très riche expérience déjà pour apporter une contribution forte, par exemple sur la gestion financière de la commune. Et ça n'est pas parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas une expérience totale de la vie publique, qu'on n'a pas déjà à apporter d'entrée, toujours dire, bon, allez les jeunes, on va les reléguer aux petites délégations. J'ai aujourd'hui des jeunes qui sont extrêmement solides, extrêmement capés, qui ont des expériences professionnelles, et je suis très attaché sur cette liste à ce que chacun puisse afficher un métier, un travail, aux côtés de ce qu'il occupera comme fonction. Parce que je crois qu'être dans la vraie vie... Et si on vous posait la question à vous ?
Moi, je suis administrateur, diplômé de Sciences Po et de l'Institut de formation des administrateurs du CAC 40 et d'autres. Et donc, je serai affiché comme profession à ce titre-là, tout comme chacun sera affiché pour le métier qu'il accomplit ou qu'il a accompli dans sa vie, et qui est une preuve de plus de l'engagement pour la collectivité, avec une connaissance de ce qu'est la vraie vie, des épreuves, des pouvoirs d'achat, de l'éducation d'une famille, des contraintes que cela peut représenter, des épreuves sociales. De tout cela, je crois que c'est important d'être riche de toutes ces expériences. Et quel que soit l'âge des candidats qui sont sur ma liste, les plus anciens ou les plus jeunes, ils sont tous riches d'une expérience déjà qui peut leur amener à donner beaucoup aux Niçoises et aux Niçois. Est-ce que c'est vrai que vous avez fait enregistrer une vidéo à chacun des conseillers municipaux sortants, des adjoints sortants, une vidéo de soutien pour vous assurer que s'ils ne se retrouvent pas sur la nouvelle liste, ils ne se retournent pas contre vous? Non, c'est un peu mauvais état d'esprit, ça, je trouve. Alors que vous m'avez posé la question, dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis dans un très bon état d'esprit. Gardez-moi dans un bon état d'esprit. Non, mais c'est vrai ou faux? Mais, on est engagé à mes côtés sur un projet. Et moi, c'est plus une sorte de communication avec les Niçoises et les Niçois pour se faire connaître, pour se faire découvrir, pour certains un nouveau visage surtout, puisque pour les Je ne vous anciens... parle pas des colistiers actuels, je vous parle des sortants qui ne seraient pas reconduits sur votre liste et qui auraient enregistré une vidéo pour vous assurer de leur soutien, même si ils se retrouvent sans Alors là, moi, sans je place ne sur la pense liste. qu'au nouveau, parce que pour D'accord. ce qui est du reste, je n'ai aucune information qui a été remontée jusqu'à moi. Philippe Soucy, qui fait partie de votre équipe sortante justement, il dit qu'il a été recalé parce qu'il a eu le malheur de dire à nos confrères de Nice Matin qu'il ne fallait pas choisir entre Christian Estrosi ou Éric Ciotti, qu'il fallait pour Nice Christian Estrosi et Éric Ciotti, en louant les qualités d'Éric Ciotti. Ça lui a coûté sa place? Je lui laisse la responsabilité de ses propos. Je crois que les aigreurs ne sont jamais très représentative d'une personne qui est ouverte à la société. Voilà, j'ai dû écarter une vingtaine de personnes pour faire de la place à de nouveaux visages. Mais ça n'a rien à voir avec ses propos? Ça n'a rien à voir avec cela. Et naturellement, Philippe Soucy est libre de dire ce qu'il veut. Il dit qu'on lui a demandé de retirer ses propos. Mais je vous pose la question parce qu'il y a un livre qui est sorti très intéressant qui s'appelle Les Frères ennemis, que vous avez dû lire, de Jean-Baptiste Fauré, qui raconte évidemment... Non, vous savez, je demande sur les ouvrages politiques particulièrement, qui ne sont pas ceux qui me passionnent le plus. Je préfère me laisser bercer par La promesse de l'aube de Romain Gary ou d'autres très bons auteurs. Et je demande à mes collaborateurs de me faire le résumé de la lecture qu'ils ont fait des livres. Mais il paraît que ce livre est il se lit comme un roman, je vous le dis. Assez sympa d'ailleurs. Alors, il y écrit justement... Et je vous promets que pendant l'été, où j'avale une dizaine d'ouvrages pendant mes vacances, je prendrai le temps de le lire. Et ce sera après l'élection. Donc, je le savourerai encore plus. D'ailleurs, après l'élection, je crois que vous vous apprêtez à publier un livre, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Qui s'appellera Mère. Qui s'appellera un peu plus que Mère, mais Mère sera affiché en tête et de ce que sont aujourd'hui les vraies contraintes, la vraie vie des mères. Je crois que la France serait gouvernée par les mères, elle serait beaucoup mieux gouvernée que par ceux qui aujourd'hui légifèrent, même s'il y a de très bons élus. Je crois que d'avoir interdit de cumuler le mandat de parlementaire et de maire a été une erreur profonde de la part de François Hollande. Et d'ailleurs, ça permettait d'avoir des majorités au Parlement parce qu'on votait toujours pour son sénateur maire, pour son député maire, qui donnait de meilleurs équilibres parce que ceux qui légiféraient à l'Assemblée partageaient la vraie vie de leurs concitoyens chaque heure, chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un tel décalage dans les réformes qui sont prises et la réalité de ce qu'attendent les Françaises et les Français. Donc voilà, je dirais beaucoup de choses. Ce cumul des mandats, ça vous aurait aussi permis de ne pas laisser le département à Éric Ciotti? Non, pas du tout. Je le lui ai donné très volontiers d'ailleurs, puisque c'est moi qui lui ai transmis et que j'estimais que c'était à l'époque un collaborateur méritant et qui était de confiance absolue. Le
département était totalement pacifié. Je voulais que nous ayons ces additions. Bon, aujourd'hui, malheureusement, la vie est ainsi faite. Il y a un moment où on se renie, mais l'avenir en jugera. Et puis, après les élections municipales, si elle me sourit comme je l'espère, je contribuerai avec d'autres élus du département qui se désespèrent de cette situation, que nous rétablissions cette paix, cette complémentarité, quelles que soient certaines étiquettes d'ailleurs, pour qu'elles collaborent et contribuent ensemble à apporter plus de sérénité à nos administrés qui attendent vraiment ça, à un moment où la crise internationale, où les guerres qui sont à nos frontières, où la situation de notre gouvernement, de l'État français, où on n'est plus capable de faire la moindre réforme parce qu'il n'y a plus de majorité, quelque part, on a besoin de stabilité. La stabilité, où est-ce qu'on peut la trouver? En territoire, dans nos communes, dans nos intercommunalités, dans nos départements et nos régions. Et je crois que le devoir d'un élu local qui se présente devant sa population, c'est aussi d'être la meilleure garantie de ces rassemblements-là. Alors pourtant, sous le post d'annonce des réseaux sociaux de votre venue, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient « place aux jeunes ». Est-ce que ça, vous le comprenez et qu'est-ce que vous leur répondez? Vous qui briguez un 4e mandat. Ouais. Je ne sais pas si on fait référence à... Alors, ils faisaient référence à vous, à la jeunesse par l'âge, ou à la jeunesse par l'esprit, le dynamisme, la capacité à passer par les actes, plutôt que par les slogans. Vous êtes 4 mandats, ça fait quand même 4 mandats et puis beaucoup. Conseiller municipal depuis bientôt 50 ans. On est jugé sur ces actes. Comment bientôt 50 ans? Comment? Depuis les années 80. Mais ça fait 50 ans, ça? Pardon. Non, j'ai peut-être rajouté 10 ans de plus, oui, autant pour moi. Donc, en tout cas, ça fait quasiment 20 ans. Je sais que d'autres vous êtes maire depuis poussent quasiment vers 20 ce ans. chiffre, mais il se trouve que ou en tout cas celui qui est face à moi, aujourd'hui, cumule tout, a autant de durée de mandat que moi. Donc ça veut dire que, et je pense que mes autres concurrents de gauche n'en affichent pas moins aussi une longueur d'engagement sous une forme ou une autre. Bon, il se trouve que ce qui compte pour moi, ce sont les actes, c'est la jeunesse d'esprit. Vous êtes venu devant ma permanence en pleine nuit, il faisait froid. J'ai dû tenir un meeting de 800 jeunes devant ma permanence. Qui ressemblait plutôt à une soirée en discothèque. Hein. Et qui, en même temps, à chacune des propositions que j'ai faites pour faire un institut de création et de communication dans le numérique, d'art créatif, sur mes propositions pour les transports, les nuits, les vendredis et les samedis, pour qu'ils n'aient pas à prendre une voiture et que je n'ai pas annoncé un drame ou une tragédie à leurs parents. Nos transports fonctionneraient toute la nuit. Lorsque j'ai annoncé comment nous allions ouvrir à l'ouest de la ville de nouvelles scènes identiques au Stockfish à l'est, lorsque j'ai annoncé comment nous allions engager de grands festivals en présence du président international de Live Nation qui disait, voilà, moi si c'est Christian Estrosi, on va continuer à avoir Beyoncé, on va continuer à avoir The Weeknd, on va avoir tout cela à Nice, mais seulement si c'est Christian Estrosi avec 800 jeunes dans un enthousiasme incroyable. Et moi, si heureux de partager leur jeunesse. Ça, c'est un sacré argument quand même de promettre The Weeknd si vous êtes élu. Tout comme je suis heureux de partager avec la jeunesse sportive, de faire les 42 km chaque année entre Nice et Cannes, de monter le col de la Bonnette à 2800 mètres d'altitude en vélo. D'ailleurs, vous avez une montre connectée, on a vu ça en coulisses tout à l'heure. Est-ce qu'elle vous donne votre âge biologique? Oui, 59 ans. Ah oui. Ah, donc elle vous rajeunit quand même. Elle vous rajeunit pas mal. Hein. Pas mal. Finalement, j'ai 59 ans. De votre non, voilà, en tout cas, c'est la connexion de la montre qui analyse vos paramètres par rapport à vos performances et autres, mais ça fait partie de mon petit ordinateur de bord qui me dit chaque jour combien d'étages monter. Je ne prends jamais d'ascenseur et si je ne monte pas une moyenne de 30 étages par jour, je me dis
t'as baissé par rapport à hier, c'est pas bon. Et si d'une année à l'autre, je mets 1 minute de plus au marathon entre Nice et Cannes, ma montre me l'indique avec un petit bip bip. On fait toujours un peu. Eh bien, j'ai réussi sur les 10 dernières années à rester toujours, voyez-vous, sur la même plage à peu près. Et c'est plutôt rassurant. Je voudrais juste revenir sur les grands événements justement dont vous parlez, donc l'Ironman, la Prom Classic, etc. Il y a quasiment des événements, alors peut-être pas tous les week-ends, mais un week-end par mois. Souvent la prom est fermée et beaucoup de Niçois s'en plaignent. Là, on va commencer la période donc, de carnaval où à partir de février, des Niçois se rendent plus forcément en centre-ville parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de monde et ne ressentent pas vraiment d'un œil positif le rayonnement international de la ville. Vous, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Bon, alors d'abord, vous ne me parlez pas de tous les Niçois. Je ne parle pas de tous les Niçois, mais en tout cas, on entend quand même beaucoup ce message-là. Je vois sur chacun de ces événements des milliers de Niçois qui sont là. Alors, soit parce que Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? soit parce que ce sont des bénévoles, soit parce que ce sont des spectateurs. Nous aurons bientôt l'arrivée du Paris-Nice. Vous allez voir cette foule pour voir arriver la première grande classique du calendrier cycliste de cette année. Et les Niçois, chaque année, ils attendent le Paris-Nice avec impatience. Bon, le carnaval, il y a à la fois des visiteurs, mais il y a autant de Niçois, si ce n'est plus que de visiteurs. Donc vous pouvez aussi me poser la question façon verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Donc je dis aux Niçois qu'il faut trouver un équilibre en tout. Et que pour moi, le surtourisme, comme on le qualifie aujourd'hui, est naturellement quelque chose que je ne veux pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de réduire de 50% le nombre de Airbnb. Est-ce que là, l'équilibre est trouvé avec les grands événements ? Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Mais les grands événements sont ceux qui donnent des emplois aux Niçois et aux enfants des Niçois. Aujourd'hui, tenez, je vous prends un chiffre de référence entre mon arrivée à mon premier mandat. Il y avait 8500 chambres d'hôtel et il y avait 50% de remplissage par an. Aujourd'hui, il y a 13 500 chambres d'hôtel et au 31 décembre 2025, il y a eu sur une année lycée 75% de remplissage. Et nous avons multiplié par 3 le nombre d'emplois dans le tourisme et ce sont des Niçois formés dans les grandes écoles aussi, comme Vatel, Ferrandi, Centrale, le CNAM, Saint-Plon sur les métaverses, les Col 42 de Xavier Niel sur l'informatique, Advancity sur l'intelligence artificielle, l'ISAR Digital sur les jeux vidéo. Et tout ça sont les grandes écoles auxquelles les familles les plus modestes des Niçois ne pouvaient pas envoyer leurs enfants parce qu'il fallait aller à l'étranger, ils n'en avaient pas les moyens. Aujourd'hui, nous avons donné accès à tout cela pour qu'ils aient des emplois qualifiés et qu'ils puissent vivre dignement de leurs revenus, aider leur famille aussi. Je crois que les Niçois, au contraire, apprécient cette part de croissance extrêmement constructive, créative, attractive. Donc, je veux cet équilibre où je ne veux pas ce surtourisme de masse qui n'est pas en matière de pouvoir d'achat suffisamment conséquent pour aller consommer dans nos commerces, nourrir l'emploi niçois, remplir notre hôtellerie. Je veux un tourisme basé sur la culture, basé sur l'environnement, basé sur les grands événements. C'est vraiment de cela dont il s'agit. Nous sommes classés à l'UNESCO. Je pense que les Niçois sont très très fiers de savoir que depuis 2021, où j'ai obtenu ce classement pour reconnaître la valeur patrimoniale de Nice, aujourd'hui, avec cette histoire depuis la moitié du XVIIIe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, on a reconnu notre valeur sur 550 hectares, plus grand périmètre de France, là où Paris, c'est 440 hectares sur les rives de Seine. Ça a été un travail scientifique de fond pour faire admettre ça à l'unanimité de l'UNESCO et de ses ambassadeurs. Mais je pense que le Niçois, quelque part, il est fier, il est patriote, il aime sa ville. Merci, c'est Comment votre réponse. peut-on ne pas aimer sa ville ? Alors, le plaisir de cet entretien qui va durer 1 heure, c'est qu'on s'autorise des détours. On est passé par votre monde connecté, par le carnaval, par le surtourisme, mais on était parti d'une question que je n'ai pas fini de vous poser.
Je vous promets qu'on ne va pas parler d'Éric Ciotti pendant 1 heure. Mais on parlait de ce livre, Les Frères ennemis, dans lequel le journaliste Jean-Baptiste Fauré raconte évidemment votre adversité. Il écrit « Les Niçois en ont parfois assez d'être pris pour des enfants à qui on demande de choisir entre papa et maman ». Ça, vous l'entendez peut-être sur le terrain. En tout cas, nous, on l'entend de beaucoup de Niçois. Manon, vous pouvez nous le confirmer, qui disent « Mais qui se mettent d'accord, qu'ils arrêtent de s'affronter, qui se mettent d'accord et qui fassent avancer Nice ensemble ». Qu'est-ce que vous répondez à ces Niçois ? Pourquoi vous me demandez de rejoindre le Rassemblement national ? Non, mais de vous entendre avec Éric Ciotti et de pouvoir avancer ensemble, au moins de façon plus apaisée. Mais vous me demandez de rejoindre le Rassemblement national ? Je pense vous avoir répondu. Oui, c'est un divorce sans retour. Il a franchi le Rubicon pour vous. Mais vous savez, quand vous avez permis à quelqu'un de devenir parlementaire, parce que vous avez dit, il est loyal, il est fidèle, il mérite. Et j'aime promouvoir les jeunes, et j'ai promu beaucoup de jeunes autres que lui. J'ai eu des déceptions, j'ai eu de grandes satisfactions. Oui, c'est une déception. C'est toujours un échec, vous savez, quand on se fâche et quand on a le sentiment que la confiance qu'on a mise en quelqu'un est trahie quelque part. Et je le prends pour un échec personnel et qui m'a rendu malheureux une partie de ma vie et qui aujourd'hui me laisse totalement indifférent parce que je sais qu'être allé si loin vers les extrêmes où moi je suis totalement incapable de partager cette idée-là fait que je me dis, ah bon, je me suis trompé, je ne savais pas qu'il était dans un tel état d'esprit. Moi qui ai été formé dans le berceau du gaullisme, à la fois social, libéral, souverainiste aussi, très souvent, avec la main droite fermée d'un côté et ferme en termes d'autorité, ouverte au plan social, toujours cet équilibre dans tout. J'ai besoin d'une vie d'équilibre, je n'aime pas les excès. Et que voulez-vous ? J'ai à être jugé sur mes actes et pas sur des slogans. En face de moi, je n'ai que des slogans. Allez, on en vient à votre programme. Alors, il y a eu beaucoup de gros chantiers sur vos 2 derniers mandats, le tram, la coulée verte, la démolition d'Acropolis et du TNN aussi, on en a beaucoup parlé, le Théâtre National de Nice. Hormis l'Hôtel des Polices, qui va bientôt pouvoir ouvrir, est-ce que vous prévoyez d'autres grands chantiers pour votre prochaine mandature si vous êtes élu ? La différence qu'il y a entre quelqu'un qui est sur une ligne de départ zéro et qui a proposé des choses et quelqu'un qui est dans une continuité, et ça doit rassurer aussi, c'est qu'il y a un schéma, il y a une ligne directrice qui est tracée. Vous savez que le tramway que j'ai livré entre l'aéroport et le port, et même pour remonter jusqu'à Saint-Isidore en fin 2019, il a été décidé en 2009. Il fallait 10 ans, il fallait donc 2 mandats. Et que si je veux que la ville continue à avancer, il a fallu que pendant le mandat qui est en train de s'achever, dès le début de ce mandat-là, nous entamions ou certains chantiers ou certaines études pour être sûr que tout ça ne s'interrompt pas, parce que c'est très progressif pour avancer, monter, trouver de l'attractivité, de la croissance. Les Niçois ont vu, qu'ils soient d'accord ou pas avec vos choix, ils ont vu la métamorphose de Nice, la coulée verte, l'extension de la coulée verte. C'est que ça va très vite pour descendre. On peut redescendre, mais brutalement. Aujourd'hui, alors que nous avons le taux de chômage qui est le plus faible de France, à 6,7%, là où la moyenne nationale est à 7,8%. Ça va très vite. Nice était en 2008 un taux de chômage à presque 13%, de 2 points supérieur à la moyenne nationale. Aujourd'hui, on a réussi ça pour les Niçoises et les Niçois. Non, mais est-ce que vous dites, les gros chantiers, ça y est, ils sont derrière nous. Ce mandat, ce sera le mandat... Je dirais que tout ce qui est visible, à part la ligne 4 du tramway qui doit aller et dont les chantiers ont déjà commencé, jusqu'à Saint-Laurent. Non, c'est Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. Et ça profitera autant au Cagnois et à Saint-Laurent, et avec mon ami Louis Nègre à Cagnes et Joseph Ségura à Saint-Laurent, nous savons combien c'est attendu de ce côté de cette rive du Var. Mais les Niçois qui partent faire leurs courses à Cap 3000,
qui vont travailler, qui ont des emplois sur Saint-Laurent et sur Cagnes-sur-Mer aussi, et qui ont besoin de circuler plus facilement là où il y a des thromboses aux heures de pointe. Je parlerai de la ligne 5 du tramway pour laquelle nous avons eu un retour de la déclaration d'utilité publique qui a retourné favorablement il y a 15 jours de cela pour remonter le Paillon. Vous voyez bien dans quel état est la pénétrante du Paillon aujourd'hui. Si on n'arrête pas de limiter les flux de voitures qui rentrent dans Nice tous les jours avec un transport moderne qui desserve aussi l'Ariane, Saint-André-de-la-Roche, la Trinité. Donc les gros chantiers, Oudrape. ce sera le tram. Alors, ce sera les gros chantiers, entre guillemets, mais qui seront plus simples que ceux que nous avons accomplis. Je rappelle que ces 2 chantiers sont dans un schéma que j'ai fait voter de déplacement en 2008 pour s'achever en 2030. Donc on est dans ce calendrier. Et à côté de ça, ce sont des chantiers qui sont en route et qui ne se voient pas. Je vous prendrai le plus gros chantier industriel que nous avons à Nice, qui est celui d'Aliotis 2, qui est un chantier de 750 millions d'euros. La station d'épuration. Oui, la station de traitement des eaux usées, qui garantit que pour le siècle à venir, nous ne manquerons jamais d'eau potable. Garantir pour leur patrimoine aux Niçois, pour la vie avec le réchauffement climatique qui est irréversible aujourd'hui, que le sujet de l'eau qui représente la vie de demain. Il y a des villes entières qui vont fermer parce qu'elles n'auront plus d'alimentation en eau. À Nice, garantir cela, et ce sont des chantiers qui ne traumatiseront pas les Niçois puisqu'ils sont en route et qu'en même temps, ils n'encombrent pas l'espace public, la voie publique. Je pourrais vous en dire autant pour la station de traitement des déchets, là où nous sommes la seule ville du département qui les ramasse 7 jours sur 7, avec le taux d'enlèvement des ordures ménagères qui est le plus faible du département. Est-ce que le fait que le plus gros des chantiers ait été fait, ça peut laisser espérer une baisse des impôts pour les Niçois ? Mais ça garantit à minima une stabilité, parce qu'aujourd'hui, d'abord, nous avons les taux les plus faibles de France. Vous voyez, j'ai cette petite courbe ici qui est très significative, là où Nice est à 35, ça, c'est la taxe foncière. oui, mais c'est aujourd'hui le seul impôt qui existe. Oui, tout à fait. Qui a augmenté de 19% quand même. Qui a augmenté une fois. Oui. Une fois. Sur un rapport de la Chambre régionale des comptes qui disait justement que par rapport aux autres villes de France, on nous reprochait de ne pas utiliser assez le levier fiscal pour être sûr de rester à des niveaux de capacité. Qui a augmenté une fois, mais dont vous avez aussi créé une part métropolitaine il y a plusieurs années. Oui, mais tout compris, nous sommes en bas de toutes les métropoles de France sur la même courbe. Regardez, Grenoble est à 65. Il vaut mieux habiter à Grenoble ou il vaut mieux habiter à Nice ? Il vaut mieux habiter à Strasbourg qui est à 37. Pour le prix de l'immobilier, on n'est pas forcément gagnant. Là, on parle de la taxe foncière, mais tout cumulé, ça peut coûter quand même moins cher d'aller habiter à Grenoble. Je ne suis pas sûr qu'avec une taxe foncière dont le taux soit à 65%, vous soyez gagnant. Et vous gagnez aussi en qualité de vie et en sécurité, où le maire de Grenoble a fait démonter toutes les caméras de sa ville, là où nous en avons installé plus de 6800. Qu'est-ce que vous répondez à vos opposants qui disent que vous n'avez pas bien géré les finances de la ville ? Vous avez fait appel à un cabinet d'audit qui a d'ailleurs plutôt rappelé que l'endettement était raisonnable, mais ça a été une critique lancinante tout au long de votre mandat. Oui, mais pourquoi ne l'apporte-t-il pas sur d'autres villes du département qui sont signalées par votre confrère du Monde il y a 2 jours de cela, comme étant en zone d'alerte, là où Nice ne fait pas du tout partie de cette liste. Vous pensez à quelle ville ? C'est drôle. Je vous laisse le soin de regarder. Je ne veux dénoncer personne parce que je ne suis pas dans cette catégorie. Mais en tout cas, il y a 2 autres grandes villes du département qui sont signalées comme étant fortement endettées, là où la ville de Nice n'est pas du tout signalée comme telle. L'institut auquel vous faites référence, qui est l'Institut Klopfer, nous donne une note de 17 sur 20, ce qui correspond à un 2 à moins, c'est-à-dire une note beaucoup plus élevée que celle de l'État, qui vient d'être déclassée, et qui nous donne accès à des emprunts obligataires qui nous permettent de pouvoir continuer à investir à des taux d'intérêt extrêmement faibles. C'est ça la réalité. Après la crise du Covid, nous avions eu une montée assez significative parce que nous avons voulu aider nos entreprises, les exonérer de CFE et aussi accompagner la population, les hôpitaux, les établissements sanitaires sur toute la métropole avec des dépenses
et qui était conséquente, mais c'était important important quoi qu'il en coûte et essentiel, quelque part un peu. Et puis après, nous sommes passés de nouveau à une phase où et la croissance et une montée raisonnable d'une foncière qui aujourd'hui est totalement stabilisée, fait que je pense qu'il n'y a pas de raison par rapport à la courbe de croissance qui est la nôtre, que cette stabilité soit remise en cause sur les 2-3 prochains mandats qui sont à venir. Et en tout cas, je ne serai pas encore là pour en juger. Ça, c'est une information. C'est au moins dans 3 mandats. C'est le dernier mandat que vous briguez ? Écoutez, nous verrons. Mais ce qui compte pour moi, c'est surtout de veiller au cours de ce mandat à ce que notre ville ne régresse pas par rapport à l'avancée conséquente qui était la sienne, à la sécurité qui garantit aux Niçois, dans le palmarès du ministère de l'Intérieur, que nous soyons celles, malgré une insécurité qui est là et qu'il ne faut pas négliger, que nous soyons au taux le plus faible de France d'atteinte aux personnes. Alors justement, puisque vous parlez de sécurité, on sait que c'est un sujet qui vous préoccupe. Nice a été confrontée à des drames en lien avec le trafic de drogue. Vous promettez 3 nouvelles brigades de police municipale. Vous aviez déjà annoncé une brigade anti-stup, une brigade pour les seniors, une brigade dédiée aux collines. Cette brigade anti-stup, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire compte tenu du fait que les pouvoirs de la police municipale sont limités et qu'ils ne pourront pas perquisitionner voilà, il y aura forcément des choses qu'ils ne pourront pas faire. Qu'est-ce que ces policiers municipaux anti-stup vont pouvoir faire ? Le préfet des Alpes-Maritimes a dit que ça n'avait pas de sens. Oui, mais le préfet des Alpes-Maritimes ignorait peut-être que serait votée il y a 8 jours de cela la loi pour les polices municipales préparée par Gérald Darmanin, complétée par Bruno Retailleau et présentée par Laurent Nunez au Sénat, qui a été donc votée il y a 8 jours en première lecture, à la suite du Beauvau des polices municipales que j'ai conduite aussi parce que je suis président de la Commission nationale des polices municipales, qui nous donnera désormais, lorsqu'elle sera votée par l'Assemblée nationale d'ici la fin de ce semestre, la possibilité, lorsque nous interpellons des gens, de pouvoir leur réclamer leur pièce d'identité là où on ne nous l'accorde pas, de pouvoir ouvrir les coffres de voitures pour pouvoir regarder si on ne transporte pas des matières délictuelles, de pouvoir consulter les fichiers des personnes recherchées, de pouvoir disposer de drones de contrôle, là où la police nationale en a la possibilité, le Conseil constitutionnel l'avait refusé aux polices municipales, et de bien d'autres dispositions qui vont renforcer nos pouvoirs. Vos policiers municipaux pourront saisir de la drogue ? Ah oui, totalement, mais ils la saisissent déjà. Hein. La drogue est saisie avec et la police municipale et aussi les brigades spécifiques que j'ai montées qui s'appellent Gaïda, que ce soit aussi bien... Alors ce ne sont pas des policiers ? Ce ne sont pas des policiers, mais ils sont équipés, ils sont assermentés et ils ont l'autorisation d'occuper, surtout, c'est ce qui est intéressant, après que les policiers municipaux y participent déjà, puisque le procureur de la République nous a accordé un GLTD, c'est-à-dire le statut de groupement local de traitement de la délinquance en matière de stupéfiants. Donc déjà, nous sommes habilités par le procureur à intervenir sous son autorité et sous celle du préfet en matière de lutte contre les stupéfiants. Et quand on évacue un point de deal, nous savons que toutes les filières essaient de le reconquérir dès le lendemain. Et là, nous plaçons Gaïda, ses équipes, que nous allons d'ailleurs multiplier sur d'autres quartiers encore de la ville, notamment Las Planas et même le cœur de ville. Et donc tout cela est extrêmement utile. Et la police municipale, que nous allons monter à près de 1000 effectifs, là aujourd'hui elle est à 680 effectifs, sera en mesure de disposer de plus de moyens, appuyés beaucoup plus par l'hôtel des polices que je livrerai à la fin de notre mandat, à la fin du mois d'octobre prochain, puisqu'il est terminé, il y a quelques ajustements, et qui disposera d'un centre d'hypervision urbain avec toutes les intelligences artificielles nécessaires pour guider les gestes, les déplacements, la géolocalisation, et qui nous permettra de redoubler d'efficacité
pour garantir encore plus la sécurité des Niçois. Vous regardez les JO en ce moment, j'imagine. Bien sûr. Et ce soir, je vous invite à 22h32. Adam Sio, notre Niçois, qui sur le programme court est arrivé 3e. Et si sur le programme libre ce soir, il confirme, eh bien, il montera sur le podium. Et on va suivre ça évidemment sur France Télévisions. Vive Nice et vive Adam Sio. Et alors évidemment, je vous pose la question parce que les JO suivants, ils se passeront dans les Alpes françaises, les JO d'hiver de 2030. Il y a un débat sur le fait d'utiliser le grand stade pour y mettre 2 patinoires provisoires. Jean-Pierre River, qui est aujourd'hui soutien d'Éric Ciotti, qui est de nouveau le patron de l'OGC Nice, dit que ce serait une catastrophe pour le calendrier des matchs de l'OGC Nice, de les priver de matchs à domicile. Et cette semaine, sur notre antenne, il y a quelques jours, le président de la région, Renaud Muselier, votre allié, a dit que finalement, pour le grand stade, on pourrait discuter, que tout n'était pas complètement acté. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Vous savez, lorsque je vois tous ceux qui aujourd'hui disent pour les JO, il faut faire comme ceci ou pas comme cela, c'est plutôt une bonne surprise. Christian Estrosi a obtenu que les JO pour la partie des sports de glace, celles que nous voyons, ceux que nous voyons en ce moment... Et donc pour la billetterie, c'est important ? À Milan, oui, parce que ça représente 60% de la billetterie. Ça représente 400 millions de retombées économiques pour la ville, pour l'emploi des Niçois. Mais donc si ça se met pas, si les patinoires ne sont pas au grand donc stade, aujourd'hui, merci, c'est tellement rare de me reconnaître le mérite d'avoir obtenu cela pour notre ville. Bon, après, les organisateurs, ce n'est pas le maire. Imaginons... mais vous avez votre mot à dire, évidemment. Naturellement, j'ai mon mot à dire. Moi, je l'ai dit d'ailleurs. J'ai dit très clairement une chose, puisque j'ai vu des choses absurdes chez certains de vos confrères être présentées, selon laquelle la patinoire pour le patinage artistique coûterait 212 millions d'euros. Elle est évaluée à entre 140 et 160. C'est un sénateur communiste qui a avancé ce chiffre aussi. Et je vais jusqu'au bout de ça. C'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui finance tout ça. À 80%. À 80%, c'est-à-dire que les Niçois, pour 23 millions d'euros, vont se retrouver en héritage, c'est-à-dire même pas le prix d'un petit gymnase dans une petite école, avec un équipement multisport, puisqu'il y aura 2 patinoires une fois que les JO seront finis, et une grande salle omnisport à l'intérieur. Et puis, il y a le débat pour le hockey sur glace à l'intérieur du stade. Vous savez, lorsque les experts du CIO sont venus à Nice, avec Renaud Muselier, qu'avons-nous fait ? Nous leur avons dit, voilà, regardez, il y a sur l'est de la ville, le stade Vauban, il y a le palais des expositions. Mais alors c'est quoi le plan B ? Si ce n'est pas le grand stade, c'est quoi le plan B pour les patinoires provisoires ? Nous avons un plan B que j'annoncerai dans les prochains jours, qui est très clair, et où le débat est totalement ouvert. Mais ça peut être le palais des expositions ? Mais par contre, non, c'est impossible parce que ce sont les experts du CIO qui nous l'ont dit. Aujourd'hui, les patinoires olympiques aux normes d'aujourd'hui, là où j'avais organisé une Coupe du Monde dans le palais des expositions avec 8000 spectateurs, là où il en faut 15 000 aujourd'hui, représentent trop de poids par rapport à la voûte qui est sur le paillon en dessous. Donc, nous ne sommes pas aux normes de sécurité qui le permettraient. Et vous ne voulez pas nous donner votre plan B ? Je termine par une petite explication. D'abord, imaginons, puisque ce sont les experts du CIO qui ont proposé le stade de Nice. Ça n'est pas moi. Ce sont les experts du CIO. Et j'aurais dit, vous savez, j'ai une condition, c'est que ce ne soit pas plus de 3 matchs à l'extérieur. Il y a certaines saisons où l'OGC Nice a joué à huis clos ou à l'extérieur plus de 3 à 4 matchs parce que il s'était passé des troubles à l'ordre public pendant certains matchs. Bon, ça n'a pas mis en vrac la saison de l'OGC Nice. Pour autant, j'entendais le président de l'OGC Nice dire hier soir, mais non, ça va durer beaucoup plus longtemps parce qu'après les JO... le démontage. Non, parce qu'après les JO, il y a les Jeux paralympiques, etc. C'est la démonstration du fait qu'ils connaissent si mal le dossier, puisqu'il n'a jamais été prévu que les Jeux paralympiques se déroulent là. C'est-à-dire qu'il y a un montage qui se fait en kit tout de suite au début du mois de décembre, qui, 3 semaines après les JO, est enlevé immédiatement, comme le Grand Arena
à Paris où ça n'a pas duré plus de 2 mois et où sur un accord de calendrier avec la Ligue, eh bien, sur le même type d'opération, ce ne serait pas une vraie difficulté. Mais avec Renaud Muselier, nous restons très ouverts et nous avons fait savoir au comité d'organisation des Jeux Olympiques que s'il y avait d'autres possibilités, et il se pourrait que je sois en situation d'en annoncer une dans quelques jours, nous puissions proposer au COJOP, à la Solidéo, d'éviter cela. Si nous avons les moyens de l'éviter, c'est tant mieux. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit Milan Cortina d'Ampezzo se dire que ce qu'on regarde sur nos écrans de télé émerveillés, notre ville va avoir les 5 anneaux à vie, la fierté, le patriotisme niçois de pouvoir se dire mais c'est chez moi que ça s'est passé, et qu'on aura peut-être un ou plusieurs patineurs, parce qu'il y a toute une génération au club de Nice qui sont en train de monter derrière Adamsio, qui vont monter sur le podium et nous ramener des médailles. Vous vous rendez compte de cette fierté, sans compter les 400 millions d'euros de retombées économiques pour la ville, pour l'emploi des Niçois et tout ce que ça leur procurera comme bonheur et comme bénéfice. Christian Estrosi, je voudrais qu'on passe dans un instant à des questions plus personnelles sur votre parcours politique, mais un mot quand même sur ces affaires judiciaires qui pèsent dans la campagne des municipales. La dernière en date, c'est un signalement, il n'y a pas encore d'enquête ouverte, un signalement adressé au procureur de la République de Nice pour des soupçons de favoritisme, prise illégale d'intérêt et de corruption dans l'achat des masques pour le Covid, vous nous en parliez tout à l'heure, par la ville. Plainte également pour abus de biens sociaux avec en jeu 1,6 million d'honoraires que vous auriez touché avec votre épouse d'une société de produits financiers. Puis 3 enquêtes ouvertes pour corruption, détournement de fonds publics, favoritisme ou prise illégale d'intérêt. Ça concerne les statuts d'Orlinski, le Grand Prix de Formule 1, l'organisation d'événements médiatiques comme l'Eurovision. Il y a aussi évidemment l'affaire des Vallées. Bref, est-ce que vous pourriez être un maire empêché si vous êtes élu avant le terme de votre mandat ? Je n'ai ni mis en examen, ni aujourd'hui renvoi devant quelque instance judiciaire que ce soit. Je suis totalement honnête, mon épouse aussi. Nous n'avons jamais été condamnés une seule fois de notre vie. Les Niçois connaissent mon intégrité et mon honnêteté que j'ai toujours imposée en matière de règles de transparence de la vie publique. Tout cela, je sais parfaitement d'où ça vient, hein. Suivez mon regard. Suivez mon regard, tout ça est monté, instrumentalisé. Quand on fait les signalements sont parfois partie de votre opposition écologiste, hein, pas forcément du canciotiste. Il y a peut-être aussi quelques connexions. Donc, faire des signalements, vous pouvez en faire du matin au soir. Je peux tout signaler du matin au soir. Et c'est normal que chaque fois qu'on fasse un signalement, le procureur de la République décide d'ouvrir une enquête. Bon, heureusement que la justice française regarde comme cela. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que quand on est en mise en examen, on doit démissionner ? Pour l'instant, il n'y a qu'une condamnation qui est intervenue. Une seule. Ça touche d'ailleurs au Grand Prix de France de Formule 1, celle de Christelle Vintorni, dont les fans rêveraient qu'il puisse être réorganisé. Moi, je ne le souhaite pas personnellement parce que cette expérience, même si j'ai eu la fierté de ramener à la France un Grand Prix de Formule 1, je sais que je ne renouvellerai jamais cette expérience parce que regardez le prix qu'il y a en payé en termes de signalement, de dénonciation abusive, parce que je n'ai pas accepté, parce que je n'accepte pas qu'on me salisse, aucune perte économique. Aucune perte économique. Aujourd'hui, 38 millions d'euros. Mais aujourd'hui, c'est totalement liquidé. 38 millions d'euros. Vous savez, vous avez 2 manières quand on finance un événement. Soit de le financer au départ, soit de le financer à l'arrivée. Vous prenez par exemple le Grand Prix d'Italie. Qu'est-ce que fait le gouvernement italien, l'État italien et la région de Lombardie à Monza? Ils payent après. C'est-à-dire que quand ils reçoivent la facture totale du Grand Prix, ils payent. Nous, on a versé une subvention avant avec un engagement de tous les participants au GIP, lorsque ça s'arrête, d'apporter chacun leur contribution et leur part à un déficit sur une subvention qui au départ est bien modeste par rapport
à tout ce qui représente à Silverstone, à Spa, à Monaco, n'en parlons pas, au Grand Prix de Monaco, n'en parlons pas, qui on rendait compte que nous étions le Grand Prix le moins cher puisqu'il coûtait à peu près 30 millions d'euros par an, là où celui de Monaco est évalué, je crois, à 75 millions d'euros par an. Donc, on ne peut pas dire que tout ça était excessif. En tout cas, mais vous pour le vouliez nous rayonnement de la dire France que et le vous rayonnement avez- de la région, c'était fort. Et vous voulez nous dire que vous avez gagné un procès pour diffamation Et j'ai à gagné, l'encontre de la et j'ai députée gagné UDR. sur ce sujet du Grand Prix tout ce qui m'a été reproché, tout ce qu'elle a dénoncé, et en porte-parole d'un de mes concurrents, puisqu'elle figurera sur sa liste, une condamnation nette et claire de la part du tribunal judiciaire de Nice. Donc, qui est aujourd'hui un délinquant? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la condamnée? Si on peut revenir au principe donc, de ce live, c'est aussi les questions des internautes et on en a quelques-unes. Une question de Mathéo qui nous demande quid de l'extension de la ligne 3 jusqu'à Lingostière. Vous en parliez tout à l'heure des JO et de la plaine du Var. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Mathéo? Et ensuite, il y aura une autre question transport. Oui, je crois que cette question de Mathéo est intéressante. Nous avons aujourd'hui fait les réserves foncières. Mais il y a une priorité qui est celle de mener à son aboutissement la T4 vers Cagnes-sur-Mer, parce que c'est là que nous avons le plus de flux qui doivent circuler pour les populations et les usagers, et la T5. Et dans ce prolongement, ce petit morceau, si d'ailleurs la croissance, l'épargne brute que nous dégageons chaque année, qui depuis 3 ans est à la hausse, nous le permet, pourquoi pas l'envisager au cours de ce mandat, mais plus simplement et plus rapidement pour Lingostière. Pas tout de suite, en tout cas. Plus rapidement et plus simplement pour Lingostière, je veux dire que maintenant que nous avons réussi à faire rentrer le chemin de fer de Provence dans le réseau de transport du tramway, nous allons faire qu'aux heures de pointe, il y ait des fréquences toutes les 15 minutes à la station de Lingostière, qui apportera un plus aussi pour Lingostière. Merci. Et une autre question transport, notamment, alors il y a beaucoup de Corses à Nice, on le sait, et donc leur question c'est que avant 2008, il y avait jusqu'à 8 départs ou arrivées vers la Corse, et aujourd'hui, en moyenne en saison, c'est une arrivée ou un départ. Alors plusieurs internautes nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut plus aller à Ajaccio depuis Nice. Est-ce que, alors c'est pas forcément vos prérogatives, mais est-ce que, en tout cas, vous ne pouvez pas donner une impulsion en ce sens pour qu'il y ait plus de liaisons vers la Corse? Nous avons, avec M. Mattei, qui est le PDG de la SNCM, un nombre de fréquences qui, aujourd'hui, d'abord limite les pollutions que nous avions par le passé, puisqu'il a accepté, c'est important, vous savez, je suis vraiment très attaché, le plus grand pollueur et perturbateur endocrinien, c'est le soufre qui est émis par les fumées ou des ferries ou des paquebots. Je parlais de Corsica Ferries. Et donc, je voudrais rajouter à cela que M. Mattei a accepté que là où la réglementation Méditerranée était à pas plus d'1 gramme de soufre, pour rentrer et à l'approche des côtes de Nice à partir de 3000 mètres, on soit à 0,1. Donc on a déjà à faire baisser ça. D'un autre côté, nous sommes en train d'électrifier le quai de Nice en totalité. Je ne veux pas voir les fumées des bateaux qui sont stationnés en permanence dans le port de Nice qui continuent à tourner. Monsieur Mattei a rendu opérationnel déjà 2 bateaux électriques qui pourraient donc se brancher directement sur ces prises. Il a en commande d'autres unités. Et le jour où nous aurons des unités qui effectivement seront non polluantes, nous pourrons favoriser qu'il y ait un trafic plus intense. Mais pour l'instant, c'est la santé d'abord. Et puis, oui, mais ces Corses-là, ils prennent l'avion aussi pour y aller du coup. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions pour l'atmosphère. Aujourd'hui, le modèle d'aéronef qui est utilisé et qui ne diffusent pas du soufre sont beaucoup moins polluants que ne le sont les bateaux en cœur de ville et au sein du port de Nice. Croyez-moi, quand vous habitez dans le port,
ou sur la colline du Mont-Boron et puis que vous passez votre doigt sur la rambarde, en tout cas c'est plus le cas aujourd'hui puisque nous avons limité le trafic, mais il y a encore quelques années, quartier maintenant, le Mont-Laurent. il y a encore quelques Je suis années, plus à l'ouest. voilà, et pour Elle, c'est l'aéroport. pour les problèmes cardiovasculaires et pour les maladies pulmonaires, voilà, je suis attaché à la protection et à la santé de mes concitoyens. Je voudrais qu'on consacre ces 10 dernières minutes à des questions plus personnelles sur votre parcours politique, sur votre parcours aussi personnel. Vous dites que vous avez toujours sur vous la carte d'électeur de votre grand-mère italienne qui date de 1945. Est-ce que vous l'avez aujourd'hui et en quoi elle compte pour vous? J'espère que je l'ai, parce que vous ne m'aviez pas prévenu. Non. Tenez. Vous la portez toujours sur vous? Toujours. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Elle représente pour moi, voyez, Splendorini, épouse Estrosi Angélique, marquise de la Baie des Anges. C'était ma grand-mère. 11 mai 1901, Umbertide en Italie, c'est dans la région de l'Ombrie, à côté de Perugia, signé le 12 septembre 1945 par le maire de l'époque, Jacques Cotta, le père de votre consoeur, Michel Cotta. Et ma grand-mère qui roulait des tout en parlant parfaitement le français, lorsque nous étions autour de la table familiale, ne jurait que par le général de Gaulle qui avait, alors qu'elle était naturalisée en 1934, fait d'elle une des premières femmes françaises à avoir le droit de vote en 1945. C'était sa fierté. Elle me disait « Mon petit cri-cri », lorsque je suis devenue française, quelques années plus tard, grâce au général de Gaulle, j'ai pu voter et m'emparer de la démocratie de ce beau pays. Il faut que tu sois fidèle à ce pays. Il faut que tu sois fidèle à ses valeurs. Et lorsque nous rentrions dans l'isoloir, dans son bureau de vote, du bureau du vote du lycée du Parc Impérial, qui plus tard est devenu le mien, j'avais 6 ou 7 ans, dans l'isoloir, elle me tendait le bulletin du général de Gaulle pour que je le mette dans l'enveloppe avant qu'elle-même ne sorte et de le mettre dans l'urne naturellement. Et voilà, tout cela a bercé mon enfance dans une famille d'immigrés italiens, du petit peuple de Nice, mais m'a tellement transmis d'exigences, de valeurs, de respect, qu'aujourd'hui, l'avoir sur moi est mon porte-bonheur qui, en toutes circonstances, fait que je ne trahirai jamais ceux qui m'ont offert la possibilité d'aimer ce pays. Cette carte, elle raconte d'où vous venez, elle raconte aussi tout le parcours réalisé, et pourtant, encore aujourd'hui, certains vous ramènent à votre statut social d'origine, à votre niveau scolaire aussi. On a encore entendu parler dans cette campagne, notamment Hervé de Surville, qui est un proche de Jacques Perrat, qui de nouveau vous a traité d'analphabète et d'inculte. On vous a longtemps appelé le motodidacte. Le bac-5, c'était Le Monde qui avait utilisé ce mot de motodidacte. Ça vous atteint encore aujourd'hui? Ça ne m'atteint pas du tout. Au contraire, ça me permet de dire aux jeunes qui nous regardent, vous vous rendez compte qu'il y a des femmes et des hommes engagés en politique, dans un camp plus particulièrement, qui considèrent que chacun a son droit de vote, mais n'a pas le droit de se présenter devant les électeurs et d'exercer des responsabilités publiques. Il se trouve qu'à 18 ans, j'étais inscrit à la fac de droit, dont j'ai dû aller une fois dans l'amphi, et qu'au même moment, l'importateur d'une grande marque de moto m'envoyait un billet d'avion et me proposait de discuter avec lui pour signer mon premier contrat pour faire le championnat d'Europe d'endurance, les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, les 24 heures de Spa, de Barcelone, etc. J'ai naturellement cédé à la tentation. Si c'était à refaire, vous le referiez? Et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Quand j'allais courir de l'autre côté du rideau de fer, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, je découvrais des choses auxquelles j'avais du mal à croire qu'elles étaient d'une telle ampleur dans la guerre froide lorsqu'on me les enseignait au lycée. L'Amérique du Sud, des colonels, avec les femmes qui tournaient autour de
la place des Mets en Argentine, à Buenos Aires, la dictature militaire du Venezuela, le rêve américain sur l'anneau de Daytona à côté de Miami, j'en passe et des meilleurs, et toutes les grandes capitales européennes. J'ai appris par ma géopolitique à parler des langues, à échanger, à vivre des cultures différentes pendant que mes copains étaient à la fac. Bon, est-ce que c'est pas même ça ne m'a pas empêché, oui, par mon travail, par mon acharnement, à être reconnu à la commission des lois de l'Assemblée nationale comme un des meilleurs rapporteurs des textes que ce soit. D'ailleurs, quand vous avez été élu député, c'est cette commission que vous avez voulu intégrer, et pas celle des affaires sociales qu'on refilait souvent aux débutants. Vous vous êtes dit, je m'attaque au dur. J'y ai fait quelques... D'habitude, c'est plutôt des juristes qui J'y ai fait quelques mois, parce qu'on les réserve à l'élite. Mais je me suis battu pour accéder à cette commission des lois, qui m'a amené à travailler le code de procédure pénale, le code pénal, et après en devenir progressivement un des rapporteurs les plus appréciés dans l'opposition, dans la majorité, être moi-même porteur de certains projets de loi importants qui ont été adoptés, qui sont encore en vigueur et qui portent mon nom aujourd'hui, comme la loi contre les bandes organisées, et qui est bien utile lorsqu'il y a de grosses manifestations violentes aujourd'hui. Bon, et puis il m'a donné accès à de très beaux ministères, celui de l'aménagement du territoire en tant que ministre délégué du ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, puis, et ça c'était sous Jacques Chirac, puis ça a été le ministère de l'Outre-mer, ou dans les coopérations internationales dans cette France des 3 océans, des 5 continents. J'ai tellement tiré d'enseignements, apporté aussi de réponses dans le Pacifique Sud, dans la Caraïbe, dans l'océan Indien. Pourtant, aujourd'hui, vous dites que les ministères ne vous intéressent plus, que vous souhaitez rester maire de Nice à temps plein. On vous a beaucoup entendu le dire. Ouais, je crois que c'est important pour les Niçois d'avoir quelqu'un qui, mon 3e ministère était le ministère de l'Industrie pendant la crise des subprimes entre 2008 et 2010, où j'ai sauvé des centaines de milliers d'emplois chez Renault, chez PSA, dans le textile, dans la sidérurgie, dans le numérique, dans bien d'autres domaines, et permis aussi d'apporter à Nice, notre opération d'intérêt national, l'Eco-Vallée, qui aujourd'hui accueille de très belles activités industrielles. Pour une grande ville, avoir un maire qui a tissé ses réseaux, ses relations, y compris à la commission de Bruxelles, dont je recevais un chèque la semaine dernière pour la ville de 11,5 millions pour participer au financement de la tranche 2 de la coulée verte, parce que j'ai cette relation qui m'a permis de plaider un dossier où on a reconnu que c'était le plus beau dossier de verdissement de tous les cœurs de ville d'Europe pour l'année 2025. Bon, avoir quelqu'un qui a du poids, de l'expérience, des relations pour apporter à ses concitoyens, je pense que le motodidacte que j'ai été, et que je reste encore, parce qu'il m'arrive de rouler sur mes motos de collection avec lesquelles j'ai gagné des grands prix comptants pour le championnat du monde, c'était une fierté pour moi de faire sonner la Marseillaise sur un grand nombre de podiums d'ailleurs. J'avais déjà cette fibre en même temps. Eh bien, voilà, je dis à la jeunesse qui nous regarde, ne désespérez jamais et ne pensez pas que parce qu'on a échoué quelque part, ou parce qu'on n'a pas mené les plus grandes études qui soient, là où par contre je fais tout pour avoir les plus grandes écoles qui soient à Nice, pour les ouvrir aux Niçois, naturellement je leur dis à tous, si vous pouvez faire des parcours universitaires les meilleurs qui soient, il faut le faire. Alors, vous nous avez parlé de vos succès sportifs. Moi, j'ai fait mon université autrement. De vos succès politiques, mais vous avez eu aussi des épreuves électorales, des traversées du désert. On se souvient comment vous avez remporté la 5e circonscription dans les Alpes-Maritimes. C'était en 88, celle des Vallées. Personne n'en voulait. Je crois que Charles Pasqua avait même redessiné pour y regrouper tous les cantons de gauche, en se disant au moins la gauche prendra cette circo et puis on prendra les autres. Vous, on vous la donne un peu comme un cadeau empoisonné. Et puis, malgré tout, vous arrivez à remporter l'élection. Puis ensuite, vous avez une élection de député qui est invalidée, la traversée du désert. Il faut tout reconstruire. Est-ce que ça vous a forgé? Est-ce que ça vous aide aujourd'hui dans cette campagne municipale dont on disait au début de cet entretien qu'elle était particulièrement difficile pour vous? Mais pas plus dans celle-ci que d'autres. Et je ne pense pas qu'elle soit plus difficile que d'autres.
J'ai toujours eu à faire face à des adversités parce que, vous savez, même dans les autres campagnes électorales, ceux qui osent franchir le pas aujourd'hui ne le franchissaient pas tout en mettant des pots de banane et en poussant d'autres adversaires de manière un peu camouflée. Bon, c'est connu de tout le monde. C'est ce manque d'intégrité politique, de rigueur, de valeur. Et donc, cette élection ne m'affole pas plus que d'autres. Aujourd'hui, j'ai de l'expérience, je sais qu'il faut rassembler, je sais qu'il ne faut pas d'excès. En ce qui me concerne, j'y suis très attaché. Voilà pourquoi j'essaie de garder de la hauteur. Et vous savez aussi que la défaite est possible. L'histoire vous l'a montré. Vous savez aussi que la défaite est possible. Oui, celle-ci a été assez éprouvante. Et en même temps, j'ai eu cette ténacité qui a fait que j'ai réussi à remonter les échelons les uns après les autres. Bon, cet échec n'était pas un échec d'ailleurs, hein, c'était une invalidation, je vous le rappelle. Donc ça n'a rien à voir puisque j'avais gagné l'élection et que on me l'a volé en quelque sorte sur le tapis vert comme on dit. Si vous n'êtes pas réélu maire, est-ce que vous siégerez dans l'opposition ? Je serai réélu maire. Non, mais c'est une question que vous envisagez forcément. Je serai réélu maire. Vous ne vous imaginez pas dans l'opposition. Donc c'est soit maire, soit on ne vous verra pas au conseil municipal ? J'ai donné tout à cette ville, tout, ma vie. Je n'ai pas triché. Je suis souvent venu devant vous, Hélène Layani. Nathalie Layani, excusez-moi, Nathalie. Vous avez une Nathalie. pensée pour Hélène Maman, ça lui fera plaisir. Oui, je pensais à Hélène, qui elle aussi m'a souvent posé la question, ou notre ami Henri Migou. Franchement, vous rêvez de tel ministère? Je vous ai toujours dit non. Nice, Nice, et rien que Nice. Et surtout depuis l'épreuve du 14 juillet 2016, où j'ai dit, ils ont trop besoin de moi pour qu'on se remonte. Et je les lâcherai plus jamais. Plus jamais. Je serai toujours à leur service, jusque là où je déciderai par moi-même, où ils décideront peut-être. Mais tant que j'ai à donner de l'énergie, et j'en ai à revendre aujourd'hui, avec toute ma force d'âme, de cœur, de générosité, de caractère, parce que j'ai Nice dans la peau, et que j'aime mes concitoyens. Être maire, c'est pas un mandat politicien, c'est pas un truc de calcul, c'est pas un truc, on peut se dire je vais le prendre pour cocher une case quelque part et la rajouter à mon palmarès et se dire en même temps je vais la mettre sous la tutelle de mon appareil politique. Moi j'ai toujours veillé à préserver l'indépendance et la liberté des Niçois, qu'à aucun moment un parti politique ne puisse venir se servir de Nice. Or je vois que tous les candidats que j'ai en face sont là pour servir la cause d'un appareil politique et des idéologies. Ce à quoi je me refuse, et je dis aux Niçoises et aux Niçois très clairement, je suis là pour vous garantir votre indépendance et votre liberté. Voilà le mot de la fin, face caméra. Merci Christian Estrosi de nous avoir accordé cet entretien. On a fait un peu plus d'1 heure. Oui, on a un petit peu dépassé. Et merci à vous pour vos questions, elles étaient utiles et pertinentes.